Les derniers jours, les dernières semaines ont été extrêmement riches d'actualité digitale et surtout intelligence artificielle. Voilà donc pour vous le résumé condensé, synthétique de tout ce à côté de quoi il ne fallait pas passer. Ensemble, on va passer en revue Lego Max, Google, OpenAI, Meta, Mistral, Anthropic et xAI. Et puis, on s'intéressera aux questions de souveraineté, aux questions un petit peu légales autour de l'intelligence artificielle. On s'intéressera aussi au développement technologique avec l'IA qui sont absolument dingues. Et on fera un focus sur le web qui est en pleine mutation grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. Je terminerai ce petit récap par ma petite recommandation de quelques outils que vous devez tester, à côté desquels il ne faut pas passer. C'est parti pour ce récap complet et synthétique. Et on commence par Google qui redéfinit encore, qui ne s'arrête pas de redéfinir le paysage de l'intelligence artificielle avec la sortie de ses nouvelles versions de son Gemini 2.5 Pro, toujours plus puissant, toujours au taquet, tout en haut des boards de classement des intelligences artificielles. Et pourtant, le grand public n'utilise pas spécifiquement Gemini beaucoup plus que les autres. Google essaye de se réinventer là-dessus, notamment du côté des IA, puisqu'ils ont fait un move assez épatant, celui de AI Edge, le fait de pouvoir avoir une application smartphone, enfin avec un Android un peu costaud, ça arrive également sur iOS, qui intègre directement des tout petits modèles d'intelligence artificielle. Pas besoin d'être connecté, pas besoin de gros serveurs, on pourrait être indépendant avec de l'IA dans la poche. Bah, pourquoi pas un avenir possible de l'intelligence artificielle. Et puis surtout, j'y reviendrai plus tard, mais Google bouleverse vraiment profondément le web actuel, avec notamment les AI Overviews, assez invisibles encore en France, mais ça se développe partout et ça va finir par arriver comme un boulet de canon en Europe et particulièrement en France. Le fait que vous tapez une requête dans le moteur de recherche de Google et que ce soit l'intelligence artificielle qui vous réponde. Il y a plein de bouleversements là-dessus. Google continue à faire plein d'avancées là-dessus. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Du côté d'OpenAI, bon bah là, on n'arrête pas la machine avec la sortie récente de O3 Pro, alors le super gros modèle qui réfléchit beaucoup et très bien et très vite, à tel point qu'on se demande dans quel cas l'utiliser parce qu'il faut vraiment avoir des problématiques de type chercheur pour avoir besoin de O3 Pro. Il est très cher, mais il est hyper efficace et il poursuit le chemin de OpenAI vers l'intelligence artificielle générale. Peut-être la super intelligence, en tout cas, OpenAI ne s'arrête pas là-dessus. Bien sûr, pour le grand public, ils font aussi des trucs super. Je vous recommande d'ailleurs d'aller tester la nouvelle version de Real Time. Real Time, vous savez, c'est le temps réel, le vocal temps réel qu'on peut interrompre et qui est hyper réaliste de voix qui semble humaine. Une nouvelle version là-dessus qui est assez bluffante, un gros pas en avant. Et on notera également que ce Real Time a maintenant des capacités de déclencher des actions. Il est agentique, c'est-à-dire que dans quelques mois, on va voir apparaître un petit peu partout, dans nos appareils, dans nos logiciels, un petit peu partout, des possibilités de discuter de façon très naturelle avec notre logiciel ou notre outil et il va pouvoir nous répondre et déclencher des actions. Bah, on peut imaginer que dans un futur potentiel, plus de souris, plus de clavier, on va tout faire à la voix. Peut-être que ce sera le cas. OpenAI essaye de se démener aussi autour de Sora, son IA générative de vidéo, mais là-dessus, VO3 de chez Google et Kling plie un petit peu le game et malheureusement, OpenAI a un peu loupé son coup avec Sora. Et puis, l'annonce imminente, celle-là, elle fait beaucoup de bruit, l'annonce imminente de GPT-5. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a confirmé que oui, GPT-5 arriverait cet été. Bah, nous sommes en été, ça arrivera dans quelques semaines, voire dans quelques mois, mais en tout cas, ça semble imminent. GPT-5 sera un vrai bouleversement. On nous promet un et un seul modèle pour les gouverner tous. Pas besoin de choisir des modèles dans tous les sens. C'est GPT-5 qui fera le taf. Et puis, de l'amélioration un petit peu partout, de l'intégration de fonctionnalités, de la connexion avec tout ce qu'on veut. Bref, accrochez vos ceintures parce qu'on risque dans les prochaines semaines de rentrer dans une nouvelle ère avec GPT-5. Du côté d'Anthropic, on continue aussi à avancer avec Claude Sonnet, Claude Opus, plutôt sur une logique qualitative, la plus haute qualité d'intelligence artificielle possible du côté d'Anthropic, avec par exemple le programme Claude Gouv, G-O-V, pour avoir un Claude fait exprès pour le gouvernement, les institutions, les administrations, etc., etc. Il y a une vraie bataille là-dessus. Et puis, Anthropic a aussi publié des outils qui nous permettent d'analyser comment
comment ces IA réfléchissent et ça peut être super intéressant. En tout cas, en termes de transparence, c'est plutôt un bel effort là-dessus. Claude a aussi sorti sa voix. Claude n'avait pas de voix, maintenant ça y est. Claude Voice est arrivé et il est plutôt convaincant, même si en français il n'est pas ouf. Mais en tout cas, Claude aussi, en tout cas Anthropic, continue à avancer dans cette bataille des titans. Mais il n'y en a que pour les Américains dans cette histoire. Non, notre Frenchie de l'étape, Mistral, n'est pas en reste, puisque là, ils ont fait des avancées majeures du côté de Mistral, et on est bien content pour eux, et puis pour nous et notre souveraineté, en l'occurrence, avec notamment cette gigantesque annonce de Mistral Compute, plein d'acteurs actionnaires, apporteurs de capitaux français et européens dans ce projet Mistral Compute, avec le partenariat avec Nvidia qui va fournir beaucoup de GPU d'infrastructures pour construire un super data center souverain en France, mu par Mistral, et qui va pouvoir distribuer de l'intelligence artificielle à toutes les PME, les TPE, les grandes boîtes françaises. En même temps, ça va permettre à Mistral de pouvoir faire plein d'efforts et peut-être de combler son retard par rapport aux autres énormes IA du marché. On notera également que Mistral a conquis au-delà de nos frontières, puisque c'est le marché luxembourgeois qui s'ouvre à nous. Bah, voilà un voisin, et ça va faire peut-être des petits, voire des gros plus tard, puisque c'est le Luxembourg qui a passé un accord avec Mistral pour équiper la totalité du gouvernement, des institutions, de tout ce qu'on a au Luxembourg avec du Mistral. Et ben pourquoi pas avec en plus, et ça je chéris cette information particulièrement, le fait que Mistral est en train de tester une variation de son installation faite exprès pour les universités, et notamment les universités françaises. Alors autant sur le collège et le lycée en France, on est à la ramasse sur l'intelligence artificielle, autant sur les universités, bah, Mistral prend les choses en main, et on commence à voir une vingtaine d'universités françaises qui feront leur rentrée prochaine avec du Mistral partout dans l'université, pour les profs, pour les élèves, pour être assistants, pour proposer des choses supplémentaires aux étudiants, et ça, je trouve ça génial. En tout cas, Mistral avance, et si ça continue comme ça, bah on aura peut-être Mistral qui aura sa place au milieu des géants internationaux. Alors les deux absents de ces derniers jours, c'est quand même xAI et Meta. Non, pas tant que ça. Alors xAI, ils sont en train de regarder ailleurs. Ils sont en train de continuer à construire leur giga application autour de X. L'intelligence artificielle fait bien sûr partie de cette méga application. Mais là, ils ont fait des annonces plutôt sur le fonctionnel de l'application Uber application de X, avec notamment XChat, une messagerie qui sera intégrée avec le réseau social, avec l'intelligence artificielle, avec des moyens de paiement. Bref, ils veulent faire une méga application à la chinoise, donc pas trop d'avancée côté pure intelligence artificielle du côté de chez X. Par contre, du côté de chez Meta, on a pris les choses en main. Énorme annonce de la part de Mark Zuckerberg, puisque le groupe Meta vient de mettre la main sur Scale AI. Alors pas tout à fait, parce que c'est pas totalement majoritaire, mais en fait ils ont fusionné à tel point que le patron de Scale AI, qui est Alexander Wang, devient patron de la plus grosse division d'intelligence artificielle de Meta. Deux choses à noter très importantes là-dessus. Scale AI, c'est eux qui fournissent les données taguées pour l'ensemble des gros LLM sur le marché, donc c'est vraiment une excellente prise de la part de Meta. Et la deuxième information, c'est que ce département, donc qui va être dirigé par Alexander Wang et non pas par Yann Lequin, le français de l'étape chez Meta, Alexander Wang va diriger le labo Super Intelligence. Il semblerait que Meta se dise, avec notre stratégie jusqu'à maintenant, open source, petit modèle, geekery, on n'a pas le succès et on va finir par se faire déborder. On a peut-être envie de faire un pas directement vers la super intelligence et la GI. Peut-être que ce sera le cas chez Meta. Vous inquiétez pour Yann Lequin, il est toujours à la tête de son labo de recherche au sein de Meta. Il n'est plus au premier plan, mais il est au premier plan de la recherche. Et ils viennent d'ailleurs de sortir un modèle qui s'appelle VGPA 2, qui est un modèle d'IA capable de comprendre la physique du monde qui nous entoure. Et ça aussi, ça participe à une volonté d'aller vers l'AGI. Si on commence à avoir des IA qui ne sont pas que des LLM, mais qui comprennent le monde physique qui nous entoure, la gravité, le fait que quand quelque chose choque quelque chose, il y a une réaction en chaîne, bref, toutes ces données physiques, on aura peut-être une IA super intelligente. Bref, Meta a pris les devants là-dessus. Voilà pour le tour des Gomax, mais un focus supplémentaire sur cette fameuse
souveraineté, je mets des guillemets autour, on voit un petit peu de quoi il s'agit. Sachez que la France et l'Europe, notamment l'Europe, ont fait de gros efforts et de belles annonces ces derniers jours là-dessus. D'abord, au niveau de la France, on a eu toute une guéguerre au niveau de la vérification de l'âge, mineur ou majeur, pour accéder à tel site sur Internet, avec notamment notre ministre de l'Intelligence artificielle et du numérique qui est allé à l'Europe pour râler en disant « on exige que ce soit possible de vérifier l'âge des gens », alors qu'en même temps, la CNIL, on lui dit « on n'a pas le droit de donner des informations personnelles ». C'est tout un micmac. Eh bien, c'est Google qui a fait le trouble fait là-dedans, puisque Google vient de sortir et d'annoncer en Europe, sur des serveurs européens, avec des datas qui restent en Europe, tout un système construit autour de Google Wallet. Vous savez, le portefeuille que vous avez sur votre portefeuille virtuel que vous avez sur votre smartphone, bien pratique, vous mettez vos papiers dedans et comme ça, vous pouvez justifier d'avoir votre permis, votre carte d'identité, etc. Eh bien, Google a construit toute une logique permettant de mettre sa carte d'identité dans le wallet et d'avoir une sorte de token. Alors, tout ça est chiffré de bout en bout. Votre carte d'identité, elle se balade nulle part ailleurs que derrière votre empreinte digitale sur votre smartphone, mais ça peut générer des tokens pour n'importe quel service. Si vous êtes un site X, un site de jeux en ligne de paris, tout ce qui est interdit aux mineurs, on peut très bien vous dire, maintenant vous utilisez les petits services autour de Google Wallet, vous demandez un jeton à l'utilisateur et on va juste vous dire mineur ou majeur. Il n'y a aucune information qui circule, mais ça fonctionne. Donc l'Europe a tout ce qu'il faut pour maîtriser son web. D'autant que l'Europe a aussi fait une annonce récemment, celle de DNS for EU, les DNS pour l'Union européenne. Les DNS, c'est des petites machines que vous ne voyez pas, qui vous permettent de taper le nom de domaine de quelque chose dans votre navigateur. On demande au DNS et le DNS, lui, il sait qui vous êtes, il sait surtout ce que vous demandez et où ça se trouve sur le web. Vous avez demandé tel nom de domaine, je vais savoir qu'il faut aller sur tel serveur, telle adresse IP pour vous donner ce que vous demandez. Et quand on maîtrise ce truc-là et que c'est pas géré uniquement par les Américains, on peut faire plein de choses. Par exemple, couper les contenus illégaux, c'est facile. Couper les sites dont on ne veut pas, couper aux mineurs les sites interdits, etc. Bref, l'Europe et la France ont tout ce qu'il faut pour faire appliquer leur réglementation. On attend. Par contre, il y a une chose qu'on ne sait pas faire en Europe. Ça se passe dans l'espace, c'est les satellites. Plein de choses qui se sont passées, notamment encore une fois autour de Starlink et d'Elon Musk, qui a décidé de se mêler du conflit Iran-Israël. Elon Musk est capable d'agir sur la diplomatie internationale, voire sur de la géostratégie. Et ça, l'Europe est pas super d'accord, à tel point que la France notamment, et l'Europe aussi, vient d'investir des milliards d'euros chez Eutelsat. Eutelsat, c'est notre programme satellitaire européen qui avait beaucoup de plomb dans l'aile ces dernières décennies et qui retrouve des couleurs et surtout des financements pour qu'on retrouve une souveraineté au niveau des communications et du satellite. Un petit volet sur la tech aussi qui est extrêmement impacté par l'intelligence artificielle avec plein de nouveautés ces derniers jours, notamment dans le secteur militaire. Et pour le coup, c'est en Europe que ça se passe avec le Gripen E. Le Gripen E, c'est un chasseur, c'est un avion de chasse, un avion de combat. Et il a fait alors il est fabriqué par Saab. Ils ont fait leur premier vol avec de l'intelligence artificielle aux commandes de cet avion de combat ultra moderne. Sans avoir besoin de modifier en profondeur l'avion, mais ils ont connecté l'IA sur à peu près tout ce qu'il faut sur l'avion. Et il a pu faire ses premiers vols complets en autonomie et même des combats contre un autre chasseur Gripen, celui-là piloté par un humain. Je vous laisse deviner qui a gagné. Bref, on a peut-être un avenir de guerre ou de militaire entièrement piloté par l'intelligence artificielle et la France n'est pas en reste puisque c'était le salon du Bourget. Pas mal d'annonces ont été faites au niveau du militaire, notamment avec le programme SCAF, le programme Pendragon également. Donc, par exemple, le fait que le prochain Rafale de toutes les prochaines générations seront accompagnés d'un ailier drone. Donc, chaque pilote dans un Rafale pourra piloter depuis son cockpit d'avion de chasse un drone, bien sûr mu par l'intelligence artificielle, qui pourra transporter des munitions, qui pourra surtout ouvrir la route devant le Rafale, déjouer les radars, etc., etc. Bref, un avion de chasse, demain en France aussi, et le Rafale, ce sera pas juste un avion, ce sera un avion et ses drones autour de lui, tout ça piloté par le pilote aux commandes. Et puis ce projet, encore une fois, européen et français, souverain, pour construire la première équipe opérationnelle sur le terrain intégralement composée de robots.
Donc des drones de toutes sortes, des gros drones volants pour aller reconnaître le terrain, plus des petits drones FPV pour aller taper des cibles, plus des drones à roues pour transporter des charges, des drones quadrupèdes, etc. Bref, plein de petits robots et de petits drones qui vont fonctionner ensemble en escouade avec de la double intelligence artificielle. Chacun de ces appareils a son IA pour qu'on puisse la guider, lui demander un truc, elle comprend et il peut aller faire la mission qu'on lui donne. Et en plus, une IA globale pour gérer l'ensemble de ces drones pour qu'ils aient des missions complémentaires pour atteindre leur objectif. Là aussi, ça peut faire flipper, mais c'est le sens des bouleversements qu'apporte l'intelligence artificielle aussi dans la tech militaire. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que la tech militaire dans laquelle l'IA change la donne. Plein d'annonces ont été faites là-dessus, notamment en médecine. Tout simplement, un gros test qui a été fait aux États-Unis dans plusieurs hôpitaux où on a pris tous les process de l'hôpital, on a intégré de l'IA partout, notamment en radiologie, avec également les équipes humaines. Donc pas juste l'humain remplacé par l'IA, mais tout ça composé ensemble et ça fonctionne extrêmement bien. Un gros taux de réponse très rapide aux différentes urgences, aux gens qui n'attendent plus, et puis un bon service auprès des patients, et puis des médecins qui sont soulagés et des diagnostics qui sont plus fiables. Bref, l'IA, c'est aussi pour le soin et au service de l'humain. Et puis à l'école également, alors même si j'ai une petite dent contre notre ministre de l'IA et du numérique actuellement, puisque ils nous ont annoncé leur programme pour l'intelligence artificielle au collège et au lycée, qui finalement, c'est un pétard mouillé. On aura 30 minutes de formation sur les risques uniquement de l'intelligence artificielle pour nos collégiens et nos lycéens dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Bon, c'est vraiment pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, je vous l'ai dit, à l'université, il y a Mistral qui est en train de rentrer. Ça, c'est plutôt pas mal. À l'usine aussi, on a de l'IA et de la tech avec, en France également, le premier robot humanoïde français qui bosse chez Renault. Ce robot, il s'appelle Calvin. Il est fait par Wondercraft, qui est une boîte qui faisait jusqu'à maintenant des exosquelettes pour aider les humains à porter des charges lourdes sans se casser le dos. Eh bien, Wondercraft a sorti son premier exosquelette indépendant. Donc, ça nous fait un robot humanoïde et il est en test au sein des usines Renault actuellement. Vous voyez, on n'est pas à la ramasse, on a du retard, mais on fait tout pour le combler. Et puis, les robots et la tech arrivent aussi également dans nos foyers. On a pu voir Buddy ces derniers temps, le petit robot compagnon qui est à la maison, et on a même Willow X, le robot jardinier, qui a la particularité de fonctionner par mimétisme. On lui montre comment on passe le balai sur la terrasse et il peut le faire tout seul. On lui montre comment on enlève les mauvaises herbes et pas les bonnes, et il sait le faire tout seul. Comment va tondre la pelouse, il sait le faire tout seul. Bref, Willow X et des robots un petit peu partout, à la maison et dans le jardin. À tel point, ça va un petit peu plus loin, peut-être un peu trop loin même, qu'on a également eu une annonce cette semaine d'un partenariat entre Mattel, les jouets, et OpenAI pour avoir du chat GPT dans des Barbies. C'est pas une blague. Et puis, il y a d'autres fabricants de jouets qui commencent à s'y mettre, à se dire comment on intègre l'IA dans les jouets. Bon, demain, vos enfants auront des discussions avec Barbie. Je sais pas si c'est bien. Vous jugerez vous-même. En tout cas, l'IA et la tech sont vraiment partout. Et juste avant mes recos d'outils, je vous parle de web, parce qu'il y a eu des gros bouleversements de l'IA sur le web. Ça se passe en ce moment, je vous en ai touché 2 mots tout à l'heure avec les AI Overviews chez Google. Donc le fait que vous tapez un truc dans Google, c'est l'IA qui vous répond, et du coup, vous n'allez plus voir en dessous. Mais ça pète aussi le modèle économique de Google, puisque là où on mettait de la pub, où on payait pour apparaître, c'était dans les résultats de recherche. Google ne se laisse pas démonter, il nous dit, dans ces AI Overviews, dans cette réponse par l'IA, on aura aussi de la pub. Oui, sauf qu'on se demande si l'IA Gemini de chez Google va pas du coup nous donner des réponses en fonction des annonceurs qui voudraient être là. Et donc les réponses vont être hyper orientées commercialement. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, on fera quand même très attention. Du côté de chez OpenAI, Sam Altman nous a dit, nous, on n'aura jamais de pub à l'intérieur des réponses IA. Toujours est-il que Google enfonce le clou là-dessus jusqu'à avoir sorti ces derniers jours Audio Search. Alors très pratique pour les malvoyants, mais ça peut avoir un impact aussi sur le trafic que peuvent avoir les sites web depuis Google, puisque en plus des Google AI Overviews, on aura le Audio Search, donc le fait que cette réponse générée par l'IA dans Google, elle va vous être lue et vous allez juste pouvoir converser avec l'IA. Donc vraiment, aucune raison d'aller cliquer en dessous, et donc plus de trafic sur les sites web. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui sont sorties, notamment une qui nous indique que Wikipédia, qui reçoit beaucoup de trafic de Google, aujourd'hui, sa principale source de trafic, c'est plus Google, c'est ChatGPT.
ChatGPT. Donc les gens préfèrent demander un truc à ChatGPT et quand ils vont voir des sources, c'est celles que fournissent ChatGPT ensuite. Donc vraiment, le web est totalement bouleversé là-dessus, à tel point que Firefox a aussi annoncé qu'ils étaient en train de tester, le navigateur Firefox, le fait d'avoir non pas Google en page d'accueil dès que vous ouvrez Firefox, mais Perplexity, là aussi un outil IA, plutôt qu'un outil pur Google old-fashioned du web. Bref, le web est en train de s'auto-régénérer, de s'auto-remplacer. On passe peut-être du web 3 au web 4, à tel point qu'il y a aussi des études qui nous montrent qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des Américains, c'est une étude américaine, qui s'informent d'abord auprès des créateurs de contenu et des influenceurs avant d'aller voir la télé, la radio, des journalistes, des médias, etc., etc. Bref, le web bouge beaucoup et on aurait tort de passer à côté. Il faut faire très attention parce que ça bouscule absolument tout, nos business et puis notre vie sociale et sociétale. Donc on reste très attentif là-dessus. Et j'en termine donc par mes recommandations d'outils, ceux qu'il ne faut pas louper. Là, il faut rattraper votre retard si vous êtes passé à côté. Le premier, c'est Perplexity Laboratoire. Si vous vous rendez sur Perplexity, le site en ligne, pour faire vos recherches, vous allez découvrir juste sous le champ dans lequel vous mettez votre requête qu'il y a une petite option dans laquelle vous pouvez choisir Perplexity Laboratoire. C'est un Uber outil IA de recherche hyper efficace. Alors vous l'utilisez si vous avez des choses bien complexes à faire, une étude de marché sur tous vos concurrents, vous demandez ça à Perplexity en activant l'option laboratoire ou lab et vous allez voir qu'il va prendre longtemps, 8-10 minutes, mais il va vous faire une étude absolument magnifique. 10 minutes c'est trop long? Oui, n'empêche que ça remplace efficacement une étude que vous auriez pu faire vous-même, mais en une semaine ou deux. Et le truc est parfaitement bluffant. Allez tester Perplexity Laboratoire. La deuxième chose que je vous recommande, c'est le fameux Real Time. Ça, c'est ludique, c'est pratique, mais pour vous rendre compte de ce qui se passe, vous allez sur votre application PC ou votre application smartphone ChatGPT et vous entamez une conversation en temps réel avec l'outil. Vous pouvez vous entraîner à faire un pitch, vous pouvez parler dans une langue étrangère pour vous entraîner, vous pouvez brainstormer avec lui, vous interroger, vous allez voir à quel point il est devenu bluffant de réalisme. Le troisième outil que je vous recommande d'aller tester maintenant, lui aussi il est sorti il y a quelques temps, il a eu une grosse amélioration, c'est le mode projet dans ChatGPT. Vous ouvrez ChatGPT, colonne de gauche avec toute votre historique de recherche, et bien vous avez un petit mot projet ici qui vous permet de rassembler dans un dossier plein de conversations sur un sujet particulier. Vous adorez par exemple le badminton, tout ce qui concerne le badminton, vous le mettez dans ce projet badminton que vous venez de créer. Ce projet-là, il va fonctionner comme un mini super ChatGPT propre au badminton. Vous pouvez mettre des documents là-dedans, ils ne seront pas ailleurs, ils seront juste là et ils vont pouvoir nourrir tout ce que vous allez changer dans ce projet. Vous pouvez mettre également des instructions personnalisées et toutes les conversations que vous allez mettre là-dedans avec la mémoire qui est maintenant propre au projet, avec de la recherche approfondie propre au projet, vous allez pouvoir rechercher les meilleurs coups à faire au badminton, bim, ça va vous faire un papier qui va du coup être dans le projet, qui va du coup alimenter les prochaines conversations que vous aurez dans ce projet-là. Donc ChatGPT sera de plus en plus fort pour vous accompagner en badminton. C'est un exemple, mais vous voyez le truc, allez tester ce mode projet de ChatGPT qui a eu un bon petit coup de boost ces derniers jours. Vous ne devez pas passer à côté. Et le dernier, je suis ravi de vous parler de ça, il est ludique, il est féerique même, c'est Midjourney V1. Midjourney vient de se mettre à la vidéo. Le célèbre Midjourney qui avait créé tant d'émoi quand il était sorti avec ses capacités de générer certes des images hyper réalistes, mais également des images totalement féeriques, des compositions graphiques hyper balèzes, des trucs absolument dingues de créativité. Midjourney vient de se mettre à la vidéo. Vous reprenez une image que vous avez créée dans Midjourney, ou vous promptez pour créer une image de quelque chose qui vous vient en tête. Vous avez cette image, et bien quand vous l'ouvrez cette image, vous avez des options tout en bas à droite dans Midjourney qui vous permettent d'animer cette image, soit en promptant, soit en lui demandant simplement de l'animer un petit peu comme il veut, et c'est magique, il va vous rajouter 5 secondes où il va donner vie à l'image que vous venez de créer. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez dire maintenant qu'il se passe ça dans ma mini vidéo de l'image que j'avais en tête et que j'ai faite avec Midjourney, je peux prolonger de 4 secondes supplémentaires pour qu'il se passe autre chose. Ah tiens, puis après encore 4 secondes pour qu'il se passe encore autre chose. Et vous créez comme ça votre petit film avec Midjourney et c'est magnifique et de qualité et de créativité. Allez tester tout ça, je vous y enjoins, notamment ces outils dont je viens de vous parler à l'instant. Voilà, merci et bravo d'avoir suivi ce récap bien dense et bien costaud de toutes les actus intelligence artificielle qu'il ne fallait pas manquer.
Retrouvez-nous, bien sûr, ça s'appelle Renaud Décode. C'est en live, on est en live sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube et d'autres réseaux, tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi. Venez nous rejoindre, on publie également plein de vidéos, notamment les actus, un jour sur deux sur la chaîne YouTube, et puis des shorts, et puis des tutos, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour vous permettre de sauter dans ce train de l'intelligence artificielle, de s'interroger aussi sur ce qu'on veut pas trop, et puis réclamer ce qu'on veut à corps et à cri. Abonnez-vous à cette chaîne Renaud Décode, activez bien la petite cloche et puis venez nous rejoindre quand vous voulez sur le site renaud-décode.fr.